Neuroregard, éclairage croisé sur les troubles du neurodéveloppement. Bienvenue dans le tout premier épisode de Neuroregard, la série de podcasts qui donne la parole au parcours singulier et propose des éclairages croisés, à la fois scientifiques, humains et engagés sur les troubles du neurodéveloppement. Pour ouvrir cette série, nous abordons un sujet encore largement sous-estimé, le TDAH au féminin. Un trouble souvent invisible, parfois ignoré, mais aux conséquences bien réelles. Dans cet épisode, nous vous proposons un parcours en 3 temps. D'abord, le regard de nos experts pour comprendre pourquoi le TDAH chez les filles et les femmes passe trop souvent inaperçu. Ensuite, une mise en perspective concrète autour d'un moment critique, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, souvent à haut risque de rupture de suivi. Et enfin, le témoignage de Camille, une femme diagnostiquée à l'âge adulte, qui nous partage son expérience. Pour ce premier épisode, nous avons réuni 3 spécialistes du sujet. Le docteur Christophe Gau, pédopsychiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon, qui ouvre l'épisode en déconstruisant un stéréotype tenace. Le TDAH, c'est un truc de garçon turbulent. Le docteur Lucie Jurek, pédopsychiatre également au centre hospitalier Le Vinatier, nous éclaire sur les signes spécifiques du TDAH chez les filles, souvent dissimulés, et des difficultés liées à leur identification. Le docteur Aurélie Richard-Mornas, neurologue spécialisée dans le TDAH de l'adulte à l'hôpital neurologique des HCL, nous explique pourquoi tant de femmes passent des années sans diagnostic, des conséquences concrètes que cela entraîne sur leur quotidien et de l'importance d'un diagnostic même tardif. Et pour mettre des mots sur ce vécu, vous entendrez Camille, une femme concernée qui revient sur son parcours, ses doutes et ce que le diagnostic a changé pour elle. On commence tout de suite avec le docteur Christophe Gau qui revient sur un stéréotype encore bien ancré dans les esprits. Le TDAH, ça ne concerne pas tellement les filles, c'est plutôt un truc de garçon turbulent. Mais combien de fois a-t-on entendu ce genre de phrase stéréotypée ? Elle vient de l'image classique du TDAH. Un petit garçon qui court et grimpe partout, incapable de tenir en place, plutôt colérique. Et les filles, les femmes, alors ? Elles seraient naturellement calmes, attentives, organisées. Spoiler, c'est un mythe. C'est que le TDAH chez les filles et les femmes peut être plus discret, se montrer plus insidieux. Et surtout, il est bien plus souvent ignoré, comme nous allons largement le discuter dans cet épisode. On va y déconstruire ce stéréotype tenace et comprendre pourquoi le TDAH, chez les filles et chez les femmes, passe encore trop souvent inaperçu, avec des conséquences pourtant bien réelles. Aujourd'hui, on va parler de ce qui reste trop souvent tu, silencieux, masqué ou mal compris, le TDAH au féminin, de l'invisibilité à la surcharge. Et si le TDAH ne ressemblait pas toujours à ce que l'on imagine ? Le docteur Lucie Jurek nous explique pourquoi il passe souvent inaperçu chez les filles. Alors, en effet, quand on pense au TDAH, comme le disait Christophe en introduction, l'image qui vient en tête, c'est souvent celle d'un petit garçon qui va être plein d'énergie, qui grimpe partout, qui parle sans arrêt, qui oublie ses affaires. Alors que chez les filles, le tableau, il est bien plus discret. C'est justement ce qui le rend difficile à repérer. Chez la fille, on a un TDAH qui peut être décrit comme silencieux. Il va se manifester plutôt par de l'inattention, de la rêverie, une agitation intérieure, des oublis, des petites maladresses. Rien de vraiment spectaculaire. Et c'est ça qui va faire que le fait qu'il n'y ait pas de grand bruit, pas de comportement dérangeant, on va passer à côté. Alors qu'on pourrait parler vraiment d'une tempête intérieure sous un calme apparent. Il y a également une théorie qu'on appelle l'effet protecteur féminin. En gros, il faudrait chez les filles plus d'altérations génétiques et plus d'altérations environnementales pour que le TDAH se manifeste. Donc ça pourrait aussi expliquer la prévalence plus basse. Et en revanche, dans les familles où une fille est diagnostiquée, on va observer des formes qui sont pour le coup plus sévères et une plus forte transmission génétique. On disait, les filles, c'est cette tempête sous-jacente, il y a certaines filles qui deviennent vraiment des reines de l'adaptation. Elles mettent en place, même sans en avoir conscience, des stratégies pour tout compenser. Elles vont organiser, anticiper, se concentrer, alors comme elles peuvent, et souvent elles réussissent.
On les considère comme des bonnes élèves, des perfectionnistes, on va dire qu'elles sont parfois un peu trop stressées. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que cette adaptation, ça a un coût énorme et ça représente beaucoup pour elles. Et donc quand cette charge elle devient trop lourde, on commence à se poser des questions. Mais au lieu de penser TDAH, on va plutôt penser anxiété ou dépression. C'est ça qui est évoqué en priorité. On leur colle parfois l'étiquette d'être trop sensible. C'est pas un hasard. On a des études qui montrent que pour un même tableau clinique, les garçons sont plus souvent diagnostiqués et plus souvent traités que les filles. On a plusieurs études où on a distribué des cas cliniques à des professionnels de santé, donc des cas cliniques similaires, même tableau, même sévérité, en changeant juste le genre. Et en fait, on se rend compte que à tableau clinique équivalent, les garçons reçoivent le diagnostic et pas les filles. Pourquoi ? Probablement parce que nos attentes sociales, elles sont très différentes en fonction qu'on soit un garçon ou une fille. Un garçon agité, on va s'inquiéter. Une fille rêveuse, on va plutôt trouver ça mignon, jusqu'à ce que ça le soit plus du tout. Quelles sont les conséquences d'un TDAH non diagnostiqué chez les adolescentes ? Le docteur Lucie Jurek nous alerte sur ce que l'on ne voit pas, mais qui peut peser lourd et longtemps. Le problème, c'est que le non-diagnostic ou l'absence de prise en charge, c'est jamais neutre. À l'adolescence, ça va se traduire par exemple, un désengagement scolaire, une souffrance intérieure importante, une baisse de l'estime de soi, un risque accru de troubles anxieux ou dépressifs. Et à cette période un peu charnière, certaines jeunes filles développent aussi des conduites à risque, notamment sur le plan sexuel. On peut retrouver des rapports non protégés, plus de risques d'infections sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées. Donc des conséquences indirectes, mais qui sont bien réelles, du TDAH non repéré. Le collège, c'est souvent un moment de déclic. Parce que jusque-là, l'environnement, il est structurant, comme à l'école primaire, avec des parents qui sont souvent très présents. Et donc, certaines filles réussissent à compenser. Mais au collège, on a un changement qui est plus important, plus d'autonomie, plus d'organisation, plus de planification. Et là, on a certaines filles qui décrochent. Elles se sentent dépassées, submergées, en surcharge mentale permanente. Elles ont alors tendance à s'isoler, à culpabiliser, elles ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Et si on ne pense pas au TDAH à ce moment-là, si on passe à côté, on a une jeune fille qui rentre dans l'adolescence puis dans l'âge adulte avec un trouble qui n'est jamais nommé, jamais accompagné, mais qui est bien présent. C'est là que beaucoup de choses se jouent parce que cette adolescente silencieuse d'hier devient une jeune femme qui va devoir faire face à plein d'autres défis, les études, les choix de vie, les relations, parfois la parentalité. Et souvent, les stratégies qui marchaient jusqu'alors ne suffisent plus. Mais que se passe-t-il quand ces filles longtemps invisibles deviennent adolescentes, puis jeunes femmes ? Le TDAH ne disparaît pas. Il évolue et parfois, il explose. Les docteurs Lucie Jurek et Aurélie Richard-Mornas nous expliquent pourquoi la période de transition vers l'âge adulte est si critique. Alors, quand le diagnostic de TDAH est posé dans l'enfance, on pourrait croire que le plus dur est fait. Mais en réalité, le passage à l'adolescence puis à l'âge adulte, c'est vraiment une période critique et qui est souvent sous-estimée. En fait, c'est une phase vraiment de grand bouleversement. Il faut gagner en autonomie, choisir une orientation scolaire, une orientation professionnelle, gérer des relations sociales qui deviennent aussi plus complexes. Et dans le même temps, on a des repères qui changent brutalement, c'est-à-dire qu'on quitte les suivis en pédopsychiatrie, en neuropédiatrie, les parents prennent du recul, les structures pédiatriques disparaissent. Dans certains territoires, on n'a même aucune structure de relais, aucune prise en charge possible pour cette transition. Et c'est bien la raison pour laquelle on essaye de créer des liens entre la pédiatrie et le secteur adulte pour éviter toute rupture dans les soins. On sait d'ailleurs que dans les études, quand il y a des interruptions dans ces suivis, il y a un risque de rechute, de déscolarisation, voire même d'isolement social. Pour les jeunes avec un TDAH, lorsqu'un traitement est mis en place dans l'enfance, la continuité, elle est essentielle. Et au-delà du traitement médicamenteux, j'entends, il faut aussi maintenir un accompagnement psychothérapeutique et surtout que l'adolescent ait la possibilité de participer à des programmes de psychoéducation.
Ce qui se passe, c'est que chez l'enfant, on oriente surtout la psychoéducation envers les parents, pour qu'ils soient le plus informés sur le diagnostic et comment prendre en charge. À l'adolescence, ce qui est important, c'est que la psychoéducation soit orientée vers le jeune, parce que le jeune change, ses besoins évoluent et il doit vraiment devenir acteur de sa prise en charge. Exactement. C'est pas juste une transition logistique, mais c'est un vrai passage de relais. Et pour que ça fonctionne, il faut l'anticiper. Et il faut l'anticiper dès l'adolescence, avec le jeune, avec les parents. Et il faut qu'on arrive à identifier des ressources disponibles pour qu'on soit en lien entre les deux secteurs. Et là aussi, on fait face à beaucoup de freins aujourd'hui. Déjà parce que le TDAH à l'âge adulte est encore trop peu reconnu. Les professionnels sont inégalement formés. Et parfois, les approches de prise en charge entre les services pédiatriques et les services adultes diffèrent. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse créer des passerelles entre ces deux mondes pour que les jeunes ne se retrouvent pas dans un vide médical, social, au moment où ils auraient presque besoin d'être plus accompagnés encore. En effet, on sait que ces jeunes femmes qui sont déjà fragilisées par leur TDAH, qui est souvent masqué, le passage à l'âge adulte, c'est un tournant, mais ça peut être aussi un décrochage. Il faut absolument éviter cela. Il faut les accompagner dans leur transition, leur permettre aussi de grandir avec leurs forces, parce qu'il n'y a pas que des points faibles dans le TDAH, mais il y a aussi des points à valoriser. Il faut qu'ils en prennent confiance, qu'ils arrivent à s'affirmer et à construire leur projet de vie sans se perdre en chemin. On l'a bien vu, dès l'enfance et souvent encore à l'adolescence, le TDAH chez les filles se manifeste de façon plus subtile, parfois au point de passer complètement inaperçu. Mais que se passe-t-il quand ce trouble non identifié ou mal compris accompagne ces jeunes filles jusqu'à l'âge adulte ? Pour beaucoup, le diagnostic ne viendra que bien plus tard, parfois après des années de doute, de culpabilité ou de fatigue mentale. Alors, à quoi ressemble le TDAH chez les femmes adultes ? Quels sont les signes, les pièges diagnostiques, les conséquences concrètes sur leur vie quotidienne ? Le docteur Aurélie Richard-Mornas, neurologue spécialisé dans le suivi des adultes avec un TDAH, nous éclaire sur cette réalité encore trop méconnue et pourtant bien présente. Encore une fois, quand on parle TDAH chez l'adulte, on pense souvent aux hommes, mais les femmes aussi sont concernées. Souvent depuis l'enfance, mais elles peuvent ne pas avoir été repérées. Et on sait dans les études que l'âge moyen du diagnostic chez les femmes, il est beaucoup plus tardif, il est plutôt autour de 36 ans. Ce qui explique cela, c'est à la fois des outils qui ne sont pas forcément les bons. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été principalement construits sur des profils masculins où on valorise beaucoup les symptômes d'hyperactivité motrice. Justement, l'agitation, le fait de ne pas tenir en place, voire des comportements très impulsifs, verbaux ou physiques. Et ça explique donc ce retard diagnostique et ça explique ce parcours un peu du combattant qu'elle nous verbalise souvent, ce besoin de convaincre, l'impression de ne pas être écoutée, de devoir insister, de devoir prouver et de ne pas prise au sérieux. Ça vient également en lien avec l'évolution des symptômes, parce qu'on les a bien décrits durant l'enfance, mais on sait que ces symptômes, ils sont mobiles, ils évoluent avec l'âge, et donc la présentation va plus forcément prendre la même forme quand on devient adulte que quand on est enfant. Donc quand on parle d'inattention, ça c'est souvent un point commun, enfant-adulte, ça reste assez linéaire. La présentation, elle reste la même. Donc s'il y a une présentation un peu rêveuse, dans la lune, étourdie, à perdre ses affaires, ça souvent, malheureusement, ça persiste un peu de la même manière. Par contre, les autres symptômes qui sont plus facilement mis en avant en tant qu'adulte, c'est tout ce qui touche au dysfonctionnement exécutif. Pourquoi ? Parce qu'en partie, la femme va être plus exposée à des situations du quotidien où elle va devoir s'organiser, gérer des tâches parallèles, être un peu multicasquette, planifier, c'est faire des to-do list qui concernent sa vie perso, sa vie pro. Et tout ça, c'est ce qui fait défaut dans le TDAH. Et du coup, ça laisse d'autant plus de place à la désorganisation, un défaut de planification. La gestion du temps, c'est aussi un point important dans le TDAH de la femme adulte, parce que la représentation du temps qui passe et réussir à s'organiser en prenant en compte ces paramètres-là, c'est ce qui lui fait défaut.
Et puis ensuite, les autres symptômes dans cette fameuse triade du TDAH, donc c'est l'hyperactivité et l'impulsivité. Et finalement, ces deux symptômes-là, hyperactifs et impulsifs, chez la femme, ils vont se présenter autrement. Il peut y avoir une certaine note d'instabilité, instabilité physique, du petits mouvements de jambes, petits mouvements de mains, se triturer un petit peu les cheveux ou autre, ça on connaît. Mais des fois, c'est plutôt une agitation interne, donc qu'on ne voit pas, qui ne s'affiche pas extérieurement, avec l'impression d'être toujours un petit peu portée par un moteur. Donc des femmes qui disent « mais je m'arrête jamais, j'ai l'impression d'avoir toujours quelque chose à faire ». Donc toujours quelque chose à faire à la fois autour de soi, mais aussi dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a toujours un flot de pensées continu, une idée en chasse une autre, ce qui explique aussi des fois la désorganisation. Et cette hyperactivité, elle a un coût, et le coût, c'est la fatigue. Donc il y a une fatigabilité qui est majeure, et la plainte des femmes, c'est beaucoup ça, à l'âge adulte, c'est un sentiment d'épuisement, de fatigue chronique. À ça se rajoutent également les émotions. Et les émotions chez les femmes, c'est une labilité, c'est-à-dire le fait d'avoir on peut dire un peu des sautes d'humeur, de passer d'une émotion à l'autre, de se sentir par moments très impulsif dans un comportement, aller dans une direction, un choix de vie. Ça peut se tourner vers l'alimentation, vers des achats ou autre. Et puis d'autres moments où au contraire, comme si rien n'était possible, difficile d'initier une tâche, être un peu au fond du canapé et rien pouvoir faire. Et donc c'est ce passage d'un comportement à l'autre qui interpelle souvent les femmes. Et elles font aussi beaucoup de liens. Alors ça, souvent, ça arrive des fois un peu a posteriori quand le diagnostic est posé, mais avec leur cycle menstruel, où elles identifient justement cette labilité dans leurs émotions en fonction des différentes périodes de leur cycle, avec une intensité qui peut être plus marquée en fonction des périodes. Et le moment du diagnostic, c'est un moment de déclic. C'est un moment de déclic qui arrive quand ? Alors qui peut arriver à différentes périodes de leur vie. Le cas le plus classique, c'est l'entrée dans l'autonomie, donc à l'âge jeune adulte, quand ils quittent le domicile parental, où il y a moins de compensation, moins de tiers qui est justement à côté d'eux pour structurer, pour organiser, pour leur mettre tout ce qu'il faut dans leur sac pour rien oublier. Mais il y a aussi l'accès à la parentalité, et ça c'est un cap important et qui est fréquent sur un moment où il y a cette démarche diagnostique qui se déclenche, l'arrivée des enfants. Et puis des fois, c'est aussi le diagnostic de leurs propres enfants, car il y a une héritabilité qui est importante du trouble. Et du coup, le fait de poser le diagnostic chez ses propres enfants l'amène un petit peu comme un effet miroir à s'interroger sur son propre fonctionnement depuis toujours et à vouloir faire cette démarche diagnostique. Et les conséquences, elles sont réelles à l'âge adulte. Donc c'est vraiment indispensable de s'en occuper parce que les conséquences, elles peuvent être psychologiques, laisser de la place à plus d'anxiété, voire de la dépression, un manque de confiance en soi qui est majeur. Et les conséquences, elles se voient dans tous les domaines, c'est-à-dire dans leur vie personnelle, voire dans leur vie professionnelle. Ça peut amener à de l'instabilité pour trouver un emploi fixe. Et puis des fois, ça va jusqu'à des comportements de par l'impulsivité vers des usages de substances et toutes les complications qui peuvent en dérouler. Donc même si ce n'est pas moins grave, le TDAH, c'est plus simplement moins bruyant, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'entend pas ou qu'on ne le voit pas de la même manière que chez les hommes qu'il faut bien entendu pas s'en occuper et pas pousser au diagnostic. Et justement, que se passe-t-il quand ce passage se fait sans accompagnement, sans diagnostic, jusqu'à ce que le trop-plein fasse tout basculer ? Camille, diagnostiquée à 38 ans, nous partage son expérience. Bonjour Camille et merci d'avoir accepté de témoigner. Vous avez été diagnostiquée récemment à l'âge adulte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la parole aujourd'hui sur votre parcours ? Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai été diagnostiquée TDAH il y a 1 an et je pense que ce trouble est encore très peu diagnostiqué chez les adultes, et en particulier chez les femmes. Et voilà. Alors revenons un peu en arrière. Avant ce diagnostic, comment se manifestaient les choses dans votre enfance, puis à l'adolescence ? Quels étaient également les signes visibles ou non qui faisaient déjà partie de votre quotidien sans que vous puissiez encore les nommer ?
Enfant, j'ai pas eu de difficultés particulières dans le sens où j'avais pas de problème de comportement avec ma famille, j'avais pas de problème à l'école. J'ai toujours été très agitée, on va dire, mais sans que ça constitue un problème pour mon entourage. Et j'étais très bavarde, mais voilà, je pensais que c'était des traits de caractère. Et à l'adolescence, ça a été un peu plus difficile pour moi. J'avais toujours pas de difficultés à l'école, si ce n'est des retours comme quoi j'avais des notes correctes, mais j'avais beaucoup de retours et de mes enseignants comme quoi bon, j'étais trop bavarde, mais ça, voilà, et que je pouvais mieux faire, que je travaillais pas assez, que c'était en dessous de mes capacités, que j'avais des grandes capacités, mais que je travaillais pas, alors que moi je savais que je travaillais. Et après, pendant l'adolescence, moi je me sentais assez seule, assez isolée. Pourtant j'étais très sociable, j'avais des amis, je discutais facilement avec plein de gens, mais je me sentais un peu en décalage, sans toutefois le montrer ou le partager. J'étais très angoissée, mais je pensais que c'était le lot de l'adolescence, on va dire. J'ai commencé à 14 ans à fumer du cannabis parce que ça m'aidait à me concentrer et à me poser. Et pas forcément sur un usage festif, mais plus sur un usage presque thérapeutique, même si moi j'aurais pas mis ça comme mot à l'époque, mais en tout cas sur un usage quotidien, plutôt seul. Voilà. Alors, y a-t-il un moment où vous avez senti que quelque chose n'allait pas ? Un basculement dans votre vie personnelle ou même professionnelle qui vous a mis face à vos limites, justement ? Eh ben, du coup, je pense c'est rétrospectivement, une fois que j'ai eu le diagnostic, que j'ai pu identifier deux moments vraiment difficiles dans ma vie. Il y a eu le premier moment, c'est le moment où je suis partie de chez mes parents à 17 ans, après avoir eu mon bac. Je suis partie dans une autre ville pour faire mes études. Et comment dire, extérieurement, tout allait bien. Je faisais des études qui m'intéressaient, j'avais des amis. Enfin, j'avais aucune raison d'être déprimée, on va dire. Mais je voyais bien que physiquement, je voyais bien que j'étais en train de m'effondrer. Je fumais de plus en plus, je mangeais plus, j'ai perdu beaucoup de poids en quelques mois, j'avais de l'eczéma partout, je pleurais beaucoup. Enfin voilà, j'avais des manifestations physiques qui faisaient que je ne pouvais pas dire que j'allais bien. Mais je savais pas. J'avais essayé à ce moment-là d'aller voir un psychologue, mais ça n'avait rien donné parce que j'avais pas d'explication logique ou rationnelle ou extérieure à ça. Et du coup, j'ai tout arrêté pour retourner vivre chez mes parents pour leur demander de l'aide, en fait, pour qu'ils m'aident à me refaire une santé. Et ce qui a été plutôt. Ils ont été super. Et le deuxième moment qui a été difficile, c'est la naissance de mon deuxième enfant. Je pense que j'avais pas anticipé. Comme j'étais déjà maman, je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Je m'étais dit que de toute façon, ma vie avait déjà changé au moment où je suis devenue maman. Et donc, j'ai pas anticipé le fait que gérer 2 enfants et le travail, je pensais pas que ça allait être si difficile. Et là, j'ai été vraiment complètement submergée. Et je me suis blessée au cervical et j'ai été opérée et j'ai été en arrêt pendant 6 mois parce que suite à cette opération, l'arrêt complet en fait et du travail et de mes activités physiques sportives du jour au lendemain, j'ai fait une dépression et du coup j'ai été suivie par une psychologue à ce moment-là. Alors, à quel moment le TDAH a-t-il été évoqué pour la première fois et comment avez-vous vécu cette étape du diagnostic, à la fois dans votre compréhension de vous-même et dans la manière de relire votre histoire ? C'est justement la psychologue qui m'a suivie à ce moment-là qui... alors, elle a pas évoqué ça tout de suite. Elle a fait un travail en psychothérapie sur mon histoire, tout ça. Et comment dire, elle me suivait pour... un trouble anxieux et un trouble des conduites alimentaires. Et quand on avait fait tout le travail justement de recherche de traumatisme ou dans l'histoire, il y a un moment où elle m'a dit qu'elle était un peu coincée dans l'accompagnement parce que elle n'avait pas
voilà, elle n'arrivait pas à savoir par quel bord aborder les conduites addictives et tout ça. Et elle a évoqué le TDAH pour la première fois. Et entre autres, ce qui lui avait fait penser à ça, c'était la consommation de stupéfiants pour se calmer, le fait que j'ai certains médicaments qui sont faits normalement pour apaiser, qui moi me faisaient des effets, je ne sais plus quel est le terme scientifique, mais l'effet inverse. Et donc elle l'avait évoqué comme piste, ce que moi j'avais un peu écarté, enfin pas écarté, mais je voyais pas l'intérêt d'aller chercher un diagnostic. Et quand mon fils a été diagnostiqué, donc l'aîné de mes enfants a été diagnostiqué TDAH il y a 2 ans, à ce moment-là, elle m'a dit je pense que ça vaudrait quand même vraiment le coup de creuser cette piste et d'aller chercher un diagnostic. Donc quand on a évoqué le TDAH, moi ça m'a permis de relire avec des nouvelles lunettes des parties de mon histoire et des difficultés que je rencontrais depuis longtemps et de trouver enfin une explication. Donc voilà, je suis assez... j'ai un peu du mal à lâcher prise, j'ai besoin de contrôler beaucoup de choses. Je sais que dans le travail, je me rendais bien compte que je pouvais être plus lente que certains de mes collègues parce que quand j'envoie un mail, il faut que je le relise 4 fois pour vérifier que j'ai pas oublié quelque chose et qu'il n'y a pas de faute et tout ça. J'ai eu beaucoup de mal à passer mon permis de conduire. Mes moniteurs de conduite pensaient que j'avais vécu un traumatisme, un accident, parce que je faisais des crises d'angoisse au volant. Et même une fois que j'ai eu mon permis, dès que je conduisais 1 heure, j'étais épuisée. Et ça, voilà, ça m'a permis de comprendre un peu mieux. Et surtout, là, je me suis aussi rendu compte, parce que je suis traitée aussi par un médicament depuis quelques mois. Et notamment sur la conduite, ça a été assez flagrant. Je me suis rendu compte que je pouvais conduire 3 heures et arriver et pas être complètement épuisée. Et voilà. Et ça, pour le coup, le médicament me permet de faire une réunion avec des collègues sans être obligée de me lever 4 fois, d'être plus concentrée. Et je me suis même rendu compte que même dans les jours où je prends pas le traitement, je suis plus concentrée. Et je pense que ça, c'est beaucoup lié à la fatigue. C'est que je pense, d'une manière générale, je suis beaucoup moins fatiguée que je ne l'étais auparavant. Alors vous avez parlé de votre tendance à tout intérioriser, à bien cacher la souffrance quelque part. En quoi, selon vous, votre vécu du TDAH a-t-il marqué votre expérience en tant que femme ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu sociétal. C'est-à-dire que, comme je disais, moi, un des moments qui a été difficile, ça a été la naissance de mon 2e enfant et que théoriquement, c'est censé être un des plus beaux moments de la vie et que on est censé se réjouir d'être parents et qu'on attend aussi des femmes qu'elles soient contentes de gérer leur vie de famille et en même temps contentes de s'épanouir professionnellement. Et du coup, c'est pas... Je dis pas que c'est facile pour les hommes d'accepter des difficultés liées à un TDAH. Je pense juste que socialement, c'est d'autant plus difficile pour une femme de reconnaître qu'on n'y arrive pas. Alors aujourd'hui, après ce parcours de diagnostic et de prise en charge, comment allez-vous ? Et qu'est-ce qui vous aide concrètement au quotidien ? Et qu'est-ce qui reste compliqué malgré tout ? Déjà, ce qui m'a... convaincue sur le fait de m'engager dans la démarche de diagnostic, ça a été ce que j'expliquais, la psychologue qui était bloquée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle m'a fait prendre conscience que même si moi, j'y voyais pas forcément un intérêt à titre perso à poser un diagnostic, pour la prise en charge des autres troubles psychologiques, entre guillemets, ça allait changer beaucoup de choses. Et que pour pouvoir être accompagné et être aidé sur les conduites addictives, sur le trouble anxieux, sur les troubles des conduites alimentaires, il fallait qu'on ait ce diagnostic pour adapter la prise en charge. Donc, j'ai été suivie par du coup, une neurologue qui a, elle, posé le diagnostic. Et au début, ça a été un peu étrange parce que ça même si j'étais pas surprise parce qu'on en avait déjà parlé, c'est comme si ça avait levé des freins. Enfin, j'ai eu l'impression que mes symptômes étaient plus importants, comme si je me disais c'est bon, en fait,
j'ai oublié de fermer le gaz. C'est pas ma faute, c'est parce qu'il y a un TDAH. Et donc il y a eu un petit temps d'ajustement. Et après, effectivement, ça m'a permis en tout cas de relire un peu plusieurs choses de mon histoire et d'enlever une culpabilité sur certains aspects. Et ça ne veut pas dire que d'un coup, il n'y a plus de symptômes, mais ça permet de les comprendre d'une autre manière et puis d'accepter les difficultés comme étant ce qu'elles sont, des difficultés et pas nécessairement des défauts de personnalité. Alors vous parlez justement de votre histoire, Camille. Si vous aviez un message à adresser à d'autres femmes qui se reconnaîtraient dans ce que vous avez partagé, que leur diriez-vous ? Eh bien, peut-être justement ça, que moi en tout cas, c'est tout le travail avec la neuro, je suis aussi suivie par une neuropsychologue qui m'a aidée à accepter le fait que si on n'est pas parfait partout, c'est OK, et que le fait de poser le diagnostic, c'est pas non plus une carte joker qui fait que d'un coup tout est possible et que ça fournit une excuse pour tout, mais ça permet d'avoir une grille de compréhension et de mieux. Je pense que maintenant je suis mieux capable d'identifier mes besoins et au niveau perso et au niveau professionnel aussi. C'est-à-dire d'être capable de demander de l'aide ou de dire voilà, pour faire telle tâche dans le travail, moi j'ai besoin de mettre des échéances intermédiaires. Et du coup, je pense que c'est important, ça aide à mieux se comprendre, mieux comprendre comment on fonctionne, mieux identifier les besoins et aussi, justement, très souvent, il peut y avoir d'autres troubles associés. Ça permet que la prise en charge de ces troubles-là soit plus juste. Après ce témoignage fort de Camille, une femme qui a longtemps avancé sans comprendre ce qui lui arrivait, nous retrouvons le docteur Christophe Gau pour conclure cet épisode. Il nous rappelle pourquoi un diagnostic, même tardif, peut profondément changer la manière de vivre avec un TDAH. Alors, comme on vient de le voir avec le parcours de Camille, poser un diagnostic permet, à la lumière du parcours de vie, des ajustements déjà mis en place, de donner du sens aux expériences vécues, d'ouvrir des perspectives de prise en charge. Et comme ça, un traitement bien conduit peut alléger non seulement le poids du quotidien, mais aussi réduire la nécessité de compenser par des efforts constants et épuisants. Et TDAH peut alors devenir une force. Lorsqu'il est reconnu, accompagné, il permet de mobiliser toute son énergie de manière constructive, valoriser des qualités comme la créativité, la spontanéité, l'intensité dans l'action, et bien sûr sans jamais altérer la personnalité. C'est ainsi qu'il devient possible de vivre avec le TDAH donc contre lui en faisant un moteur au service d'une vie professionnelle et personnelle riche, diversifiée et pleinement investie. Vous venez d'écouter Neuroregard, la série de podcasts qui donne la parole au parcours singulier, une production Find HCL.